Bonjour, on vous propose dans cette capsule vidéo d'illustrer l'application des bilans de matière et d'énergie pour une réaction réversible exothermique. On commence de façon classique par les données du problème. On suppose qu'on a une réaction réversible en phase liquide de type addon-air et qu'elle est mise en œuvre dans un réacteur parfaitement agité continu, dans un milieu dont les propriétés physico-chimiques sont proches de celles de l'eau. On ne va pas trop s'embêter avec les histoires de masse volumique ou de capacité calorifique massique. On suppose que les cinétiques sont d'ordre 1, cinétiques dans le sens direct et indirect. On a une concentration initiale CA0 qui vaut 5000 mol par mètre cube, et la constante de vitesse dans le sens direct s'exprime par K1 égale 11 exponentielle de moins 2400 sur T en mol par mètre cube et par seconde, et T c'est une température en Kelvin, de façon classique. On donne aussi un delta H de réaction, la chaleur de réaction, qui vaut moins 90 kJ par mol, c'est-à-dire que la réaction est exothermique, et la constante d'équilibre à 300 Kelvin, elle vaut 200. Et on nous donne aussi des courbes isovitesse où on a tracé simplement le taux de conversion XA en fonction de la température. Donc c'est des courbes isovitesse, la vitesse étant exprimée en mol par mètre cube et par seconde. Donc ce qu'on voit, c'est que la première, celle qui est tout au-dessus, c'est l'isovitesse nulle, c'est-à-dire c'est la courbe d'équilibre. C'est une réaction exothermique équilibrée. À haute température, on a des faibles conversions. À basse température, on a des plus hautes conversions, mais des vitesses plus faibles. Donc ça, c'est l'isovitesse R égale 1, l'isovitesse R égale 5, R égale 10, 20 ou ainsi de suite. Donc ce qu'on voit, c'est que plus on va vers les hautes températures, plus on a des vitesses de réaction élevées, mais plus on a des conversions à l'équilibre qui sont faibles. Et ce qu'on veut en général, c'est aller à des conversions élevées, mais on veut y aller vite, c'est-à-dire en utilisant un volume de réacteur ou un temps de synthèse, si jamais on est en mode fermé, petit. Donc ça, c'était les données du problème. Et les questions, c'est on vise un taux de conversion de 80%. Donc calculer le temps de passage d'un réacteur isotherme qui fonctionne à 300 Kelvin. On a remis ici simplement les courbes isovitesse qui traduisent les variations de XA en fonction de la température en Kelvin. Ensuite, en question 2, quelle température de fonctionnement permettrait de minimiser le temps de passage d'un réacteur parfaitement agité toujours à 80 pour un taux de conversion de 80%. Et on nous demande de calculer alors le temps de passage de ce réacteur parfaitement agité pour cette température optimale qu'on ne connaît pas a priori. Et puis si jamais on fait un fonctionnement adiabatique, quelle devrait être la température d'entrée de ce réacteur qui travaille à sa température optimale. Et enfin, on envisage une alimentation à 280 degrés. Est-ce que ça peut marcher? Et sinon, quelle est la quantité de chaleur à retirer ou à ajouter dans le réacteur parfaitement agité? On nous donne aussi le débit d'alimentation qui vaut 1 10-3 mètres cubes par seconde, c'est-à-dire 1 litre. Si on s'intéresse au cas d'un seul réacteur parfaitement agité, il est ici, donc un réacteur parfaitement agité, il est alimenté en A, puis on sort un mélange de A et de R en sortie du réacteur, peut-être à l'équilibre ou pas. Donc on va commencer par faire un bilan de matière en A, c'est des bilans assez classiques, entrée plus production égale sortie plus accumulation. Ce qui entre dans le réacteur, c'est le flux de A d'entrée FA0. Le terme de production, c'est le coefficient stoichiométrique de A fois R fois la vitesse. Et comme A est un réactif, son coefficient stoichiométrique il vaut moins 1 ici. V, c'est le volume du réacteur. Et ce qui sort, c'est FA. Et par la définition du taux de conversion, FA, c'est FA0 facteur de 1 moins XA. Donc ça simplifie relativement aisément. FA0, c'est Q fois CA0, c'est un débit volumique fois une concentration. Donc c'est le taux de conversion, c'est FA0, c'est le flux molaire d'entrée. Donc à partir de ça, on en déduit l'expression du temps de passage taux qui vaut V sur Q d'entrée, sachant qu'on est en phase liquide, il n'y a pas de dilatation chimique, c'est CA0 fois XA sur R. Reste à exprimer la vitesse. On sait que c'est une réaction équilibrée. Donc si la réaction elle est équilibrée, la vitesse, c'est la vitesse globale, c'est la vitesse de la réaction dans le sens direct, K1 fois CA, CA c'est CA0 facteur de 1 moins X, moins K-1, K-1 c'est la constante de vitesse dans le sens indirect, fois la concentration de R qui vaut CA0 fois XA. Le problème c'est que l'énoncé ne nous donne pas du tout la constante de vitesse K-1. Mais on sait que c'est une réaction équilibrée, donc si la réaction est équilibrée, à l'équilibre on peut aussi écrire la loi d'action des masses. Cette loi d'action des masses nous dit que la constante d'équilibre, ça vaut la concentration de R sur la concentration de A à l'équilibre. Cette concentration de R, c'est CA0XA, ce qu'on avait déjà mis au-dessus. La concentration de A, c'est CA0 facteur de 1 moins XA. Et à l'équilibre, la vitesse globale de la réaction, elle est nulle, puisque la vitesse de la réaction dans le sens direct est égale à la vitesse de la réaction dans le sens indirect. Donc à partir de ça, on a aussi ce rapport qui vaut directement le rapport des constantes de vitesse K1 sur K-1. Donc assez facilement, on en déduit que la vitesse de réaction s'exprime sous la forme K1 fois CA0
facteur de 1 moins xa, moins xa sur kx, k1 sur kx, c'est directement k moins 1, la constante de vitesse dans le sens indirect. Donc une fois qu'on a l'expression de la vitesse, eh ben, on remet cette expression de la vitesse dans l'expression du temps de passage qu'on avait juste au-dessus, et on arrive à ceci pour l'expression du temps de passage. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique, on a toutes les données du problème, et on trouve un temps de passage de 1106 secondes. Voilà pour le cas d'un seul RPA. Si on s'intéresse maintenant à une température optimale pour avoir un taux de conversion de 80%, en fait, on vise un taux de conversion de 80%, c'est-à-dire qu'on veut travailler ici. Et ce qu'on regarde, c'est que si on se déplace sur cette courbe ici pour différentes températures, on voit qu'on va passer par différentes courbes isovitesse. Mais la vitesse la plus élevée qu'on va avoir pour cette droite ici, ça va être lorsque la droite est tangente à une isovitesse. Et ici, la droite est tangente à l'isovitesse R égale 5 mol par mètre cube et par seconde. Et donc, c'est à ce point-là qu'il va falloir travailler. C'est là où on a une température optimale. Alors, c'est un petit peu plus propre si j'enlève les dessins que je viens de faire. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, la composition optimale est ici. Et donc, ça correspond au point de fonctionnement optimal. Donc, ce qu'on en déduit, c'est que la vitesse maximale pour un taux de conversion de 80%, elle est obtenue pour une température de 320. On est ici, 320 Kelvin, et la vitesse maximale, c'est 5 mol par mètre cube et par seconde. Donc ensuite, on nous demande, on va travailler à cette température-là, et puis on nous demande le temps de passage. Alors pour avoir le temps de passage, c'est assez simple, on prend les relations de Levensspiel, on avait vu que taux, ça vaut CA0 fois XA sur R, R, on a dit que c'était 5 mol par mètre cube et par seconde, donc on trouve 800. Si jamais on n'est pas convaincu, on peut toujours reprendre les formules qu'on avait vues avant. Donc les formules, c'était celle-ci. Il faut calculer K1, il faut calculer la constante d'équilibre. Donc on prend la constante d'équilibre à la température T0, et on fait 1 sur T moins 1 sur T0, et on trouve de façon détaillée 812 secondes. On a dû faire quelques arrondis ici. Donc on a bien un temps de passage d'à peu près 800 secondes. Ensuite, si on s'intéresse à un fonctionnement adiabatique de ce réacteur parfaitement agité continu, il faut coupler bilan de matière et bilan d'énergie. Donc le bilan de matière, on vient de le voir, il est ici exprimé sous une forme un petit peu différente, mais c'est toujours le même. Le bilan d'énergie s'exprime toujours sous la forme entrée plus production égale sortie plus accumulation. Bien évidemment, il n'y a pas d'accumulation parce qu'on est en mode continu, et le réacteur est adiabatique, donc il n'y a pas d'entrée ou de sortie d'énergie différente que celle associée au courant de matière. Ça, c'est le flux d'énergie associé au courant qui entre là. Donc, son enthalpie spécifique massique, c'est Cp TE moins Trf, et on multiplie ça, donc ça, c'est des joules par kilo, et on multiplie cette quantité en joules par kilo par un débit massique, donc Q fois ρ, c'est un débit massique. Un ρ, c'est une masse volumique. Le débit Q, c'est un débit volumique en mètres cubes par seconde, fois des kilos par mètre cube, ça donne bien des kilos par seconde. Donc ça, c'est un flux d'enthalpie qui entre, et l'enthalpie est toujours définie par rapport à une température de référence. Le terme de production d'énergie, c'est lié à l'énergie transformée par la réaction chimique. C'est toujours du R fois V fois moins delta RH, parce que delta H est considéré comme reçu par le système. Et donc ici, on parle d'énergie produite, c'est pour ça qu'il y a un moins. Le flux d'énergie associé au courant sortant, c'est un Q ρ Cp T moins Trf. Il manque un petit ρ ici que je rajoute, si vous avez bien suivi. Donc à partir de ces bilans de matière et d'énergie, je peux remplacer l'expression de RV là-dedans, et on arrive à une expression qu'on voit un petit peu plus simplement, et qui nous dit que TE égale T plus JX, avec J qui vaut cette expression. On a tout divisé dans le bilan d'énergie, on a tout divisé par Q ρ Cp, et on fait apparaître cette relation-là. C'est assez simple pour faire apparaître, je ne l'ai pas détaillé, mais c'est assez simple pour faire apparaître cette droite adiabatique à partir du bilan d'énergie, et en remplaçant RV par son expression issue du bilan de matière. Et donc, ce qu'on appelle J, c'est une élévation de température adiabatique, c'est la température maximum que peut atteindre le réacteur s'il fonctionne en mode adiabatique jusqu'à une conversion de 1. Puisque si la conversion tend vers 1, j'ai T qui vaut TE plus J. Donc J, c'est une élévation de température adiabatique qui s'exprime sous la forme CA0 fois moins delta H de réaction sur ρ Cp, et ça donne quelque chose en degré C ou en degré K. C'est la même chose, c'est une variation de température. Donc c'est 107 degrés K et c'est 107 degrés C. Donc ce qu'on voit ici, c'est que cette élévation de température adiabatique vaut 107 degrés K. Et si on revient à notre problème, on a une température de fonctionnement de 320, on a un taux de conversion de 80% et on a une élévation de température adiabatique de 107. Donc numériquement, on peut calculer comme ceci la température TE
et on voit que cette température TE, elle vaut 233 Kelvin. On pourrait tracer aussi sur nos courbes isovitesse la droite adiabatique, hein, on a x en fonction de t, donc on avait des isovitesses qui étaient ces courbes arrondies, mais j'ai aussi x en fonction de t, donc je peux tracer cette droite adiabatique. On ne l'a pas poursuivie plus loin, ça sortirait du cadre, mais il faut imaginer qu'elle va couper l'axe des abscisses à 233, donc c'est tout à gauche. Enfin, si le réacteur n'est plus alimenté à cette température de 233 Kelvin, qui est un petit peu basse, mais qu'il est alimenté à une température plus élevée de 280 Kelvin, eh ben, il va peut-être falloir ajouter ou retirer de l'énergie au système pour le maintenir à une température de 320. Donc de la même façon, on va faire les bilans couplés de matière et d'énergie. Donc le bilan de matière, il est ici, le bilan d'énergie, il est ici, ρ est bien là. Et donc ce qu'on fait apparaître, en plus dans ce bilan d'énergie, c'est un Q point, c'est la quantité de chaleur ici qui va être retirée. Donc je l'ai mis du côté des sorties, c'est la quantité de chaleur qui va être retirée au système par un dispositif de refroidissement qui peut être un serpentin, mais qu'on ne va pas chercher à détailler plus ici. Mais c'est une quantité de chaleur qui va sortir du système pour le maintenir à cette température de 280 Kelvin. Donc, en réarrangeant ce bilan d'énergie, on arrive à cette expression-là qui donne le flux de chaleur à retirer du réacteur, qui est égal à Q rho Cp TE moins T, hein, les températures de référence se simplifient au-dessus, plus un RV fois moins delta RH. Je remplace le RV par son expression ici, et comme ça, on peut calculer la quantité de chaleur à retirer du système. L'application numérique conduit à 193 kW. Il faut toujours faire attention aux unités pour s'assurer qu'on a bien des choses cohérentes. On peut tracer, encore une fois, cette droite. Alors, ce n'est plus une droite adiabatique maintenant, puisqu'il y a une quantité de chaleur qui est retirée des systèmes, mais cette droite, on peut aussi la tracer. Et ce qu'on voit, c'est bien évidemment qu'on rentre bien à 280 et qu'on fonctionne bien à 320. Donc, c'est ça, cette droite, c'est la droite du bilan d'énergie. Ce n'est plus une droite adiabatique, mais ça traduit aussi le bilan d'énergie dans le réacteur parfaitement agité continu. Donc, en conclusion, c'est qu'on a vu des résolutions de bilan couplé de matière et d'énergie dans un réacteur parfaitement agité continu et qu'on a vu cette notion de droite adiabatique et d'élévation de température adiabatique. On a fait des raisonnements graphiques parce que ça s'y prête bien sur des réacteurs mis en œuvre en mode parfaitement agité continu. C'est un petit peu plus compliqué si on était en mode fermé ou en mode piston parce que ça implique des intégrations et des résolutions numériques. Donc c'est des phénomènes plus complexes et ces intégrations numériques sortent du cadre d'une séquence vidéo comme celle-ci, voire même de la mise en œuvre en TD en présentiel. Retenez aussi, malheureusement, comme toujours, l'importance des aspects mathématiques et numériques pour résoudre ces bilans de matière et d'énergie. Voilà, merci pour votre attention. À bientôt pour d'autres exercices.